Honorable Ganou. Monsieur le vice-président, je me vois dans l'obligation de commencer mon discours avec les mêmes propos que j'avais utilisés l'année dernière en prononçant mon discours sur le budget. En disant que c'est fort dommage que malgré que le budget, la présentation du budget par le ministre des Finances le 10 juin de cette année-ci fut traduite en créole par les radios privées et notre télévision nationale pour permettre à un plus grand nombre de Mauriciens de comprendre les tenants et aboutissants de cet exercice crucial, il est dommage que nous n'avons toujours pas amendé les standing orders de l'Assemblée et les autres textes de loi afin de permettre aux députés de la Chambre qui veulent le faire de s'exprimer en créole mauricien afin de permettre à l'ensemble de notre population de suivre d'une façon plus efficace les débats parlementaires. Quand j'avais moi-même soulevé la question récemment, le vice-premier ministre remplaçait le premier ministre qui était absent du pays. Et dans le passé aussi, aux plusieurs questions que j'avais soulevées, la réponse a été que la langue créole, pour être adoptée à l'intérieur de l'hémicycle, il fallait d'abord régler des dispositions, des contraintes d'ordre technique au préalable. Je me demande où en sommes-nous, Monsieur le Président. Le temps passe, les choses ne sont pas avancées, nous sommes à la veille des élections générales et je trouve que cela fort dommage et attristant parce que s'il est nécessaire de traduire le budget en créole lors de sa présentation, il n'en est pas moins nécessaire de donner le choix à la population de suivre les débats en créole. Mais passons. Je préfère ne pas m'attarder sur ma déception, parce que pour moi, je suis convaincu, pour nous, au mouvement patriotique, que la retransmission des débats parlementaires en créole aurait été une grande avancée pour notre démocratie. Monsieur le Président, comme les années précédentes, l'honorable ministre des Finances nous a proposé un budget qui n'offre aucune réflexion stratégique pour aider le pays à faire face aux nombreux défis auxquels il est confronté. Aucune mesure face aux menaces pesantes sur les principaux secteurs de l'économie et pour relever la croissance. Donc rien de sérieux pour la croissance, pour redresser le déficit du commerce extérieur, résultat du déséquilibre grandissant entre les exportations et les importations qui menacent la stabilité et notre avenir économique. Par contre, un déficit record de la balance commerciale de 115 milliards, des exportations en net recul, presque pas de création de nouveaux emplois, 5 400 seulement depuis 2016, contre 20 000 promis par an. L'investissement en dégringolade, le FDI de seulement 16,5 milliards par an depuis 2015, contre un objectif de 28 milliards l'an. Le tourisme dans la tourmente, 10,6% de baisse de recettes pour le premier trimestre 2019. De janvier à mai 2019, 1% de baisse des arrivées. Mai 2019, 4,3% de baisse comparé à mai 2018. Absence de vision pour re-engineer destination Mauritius. En fait, tous nos principaux réservoirs touristiques sont en baisse. Le déclin du secteur manufacturier. En effet, Monsieur le Président, indeed, in Vision 2030, manufacturing was targeted to reach 25% of our GDP, but today it is barely 12%. New sectors that were promised to spearhead economic growth, such as the education hub, the medical hub, pharmaceutical park, the green economy,
and the ocean economy have never emerged. Specific and clear measures to address the problem of youth and female unemployment, income inequality, and climate change are inexistent. The fundamental problems facing the SME sector, which contributes to the democratization of the emerging economy, have not been meaningfully addressed. The simplistic measures under the SME financing scheme does nothing to address the structural problems of the sector. La robotique, l'artificial intelligence, blockchain et fintech restent au stade de vœux pieux, pour ne pas dire des slogans vides. Un tableau peu reluisant du paysage économique, vous en conviendrez, Monsieur le Vice-président. Compte tenu que ce dernier budget de l'honorable ministre des Finances est présenté dans un contexte électoral, le ministre des Finances propose à la population toute une série de mesures qui se veulent être sociales et populaires. J'admets que certaines de ces mesures sociales qui ont pour but de cibler et de plaire plusieurs segments de la population ont soulagé plusieurs de leurs bénéficiaires, même s'ils n'ont pas eu l'effet électoral attendu. A few weeks preceding the budget speech, members of the government and the Prime Minister and Minister of Finance built great expectations in the public. Based on the Prime Minister's many speeches during various ceremonies, including one in Triolet, for instance, the MBC harped continually on the expected feats of the government, quoting selective IMF extracts and other reports to paint in glowing terms the achievements, the supposedly achievements of the government. Les mesures en question n'ont pas créé l'impact recherché pour deux raisons principales. Primo, le peuple a compris que beaucoup de ces mesures auraient pu être annoncées avant le budget et qu'elles ne constituent nullement une stratégie ou une politique réelle de changement. Deuxièmement, les mesures annoncées sont insuffisantes et incomplètes, comme dans le cas de l'augmentation de 30 roupies du Badwater Allowance concernant les pêcheurs, comme dans le cas de la baisse des produits pétroliers de 3 roupies seulement par litre, comme l'augmentation de la pension des veuves et des personnes âgées de 500 roupies, comme le Free Medical Insurance Scheme pour les fonctionnaires earning less than 10,000 rupees. En vérité, how many of these public officers will benefit from this scheme? I have done some homework, Mr. Deputy Speaker. A few hundreds in the grade of general worker, the lowest in the civil service, with a starting salary of 8,000 rupees. And if the scheme is implemented as from January 2020, these officers will not be qualified as they will draw a salary of 10,200 rupees, which is higher than the ceiling of the prescribed 10,000 rupees announced in the budget. En vérité, l'agenda du ministre des Finances était de présenter un budget électoraliste à bon marché, sans faire les dépenses en proportion aux mesures avancées. Un budget électoraliste, je répète, à bon marché, sans faire les dépenses en proportion aux mesures avancées. On peut comprendre cette stratégie, parce que, en vérité, ce budget ne contient pas les mesures concrètes qui favoriseront la création de la richesse au court, moyen et long terme. Même Business Mauritius est perplexe face à l'ambition du gouvernement d'atteindre une croissance de 3,9% en 2020 avec le budget présenté. Il serait intéressant, Monsieur le Vice-président, de savoir quel est l'élément magique de ce budget qui va promouvoir la croissance. Et ceci en prenant en considération, quand nous savons tous que la stratégie de distribuer des subsides accordés aux différents secteurs en difficulté ne boosteront pas la croissance. Des subsides restent des subsides et ne constituent pas de nouvel investissement. Monsieur le Vice-président, the payment
de 25 000 roupies per metric ton of sugar accrued will definitely give some relief to planters in this very difficult market situation. The subsidies will amount to about 4 billion rupees based on the 330,000 tons of sugar forecast to be produced this year, and at a subsidy of 12,000 rupees per ton of sugar. However, it should be noted that 80% of this amount, that is 3.2 billion rupees, will go to the big sugar producers who are already benefiting several billions by converting land under sugarcane production into smart cities, or securing juicy deals with the CB, as we just heard a few minutes ago in the case of Alteo. The remaining 800 million rupees will be distributed among 11,000 small planters who will obtain an average of 72,000 rupees per planter, compared to 800 million rupees per sugar state. C'est pourquoi, à mon sens, Monsieur le Président, ce budget, this 2019-20 budget, creates an illusion that every layer of the population has something to be satisfied of. Le résultat de cette tentative de présenter un tel budget, which has no philosophy and which does not address the economic problems prevailing in the economy. Instead of defining a clear vision of the future, this budget is unfortunately myopic and focuses exclusively on the vote maximizing objective of the government. No measures have been identified to address the systemic problems that lie today at the heart of each sector of the Mauritian economy. Structural problems in the agriculture, manufacturing, tourism, and financial services sector have all been ignored. Specific and clear measures to address the problem of youth and female unemployment, income inequality, and climate change are almost in existence. For instance, in an era of global warming and climate change, there is no clear timeline that will help to accelerate the energy transition in our country. Mr. Deputy Speaker, a look at the macroeconomic fundamentals leads to the conclusion that this government has shown little flair for efficient economic management and sound leadership. Its economic performance has placed our country on brittle pillars and weak foundations. Some of the sectors will weaken further at the least shock. Agriculture, particularly sugar, is vulnerable and is constantly contracting both in terms of job and output. So is tourism. And harping on the difficult global economic outlook is no defense. We are all aware of the economic achievements of our neighboring African states. In 1983, Mr. Deputy Speaker, global challenges were far more formidable. Mauritius was still in the infancy of development, with not only a narrow resource base, but a poor resource base in terms of quality and efficiency. Yet, at that time, I have to admit it, Sir Anirudh Jagnat displayed unusual stamina. Mauritius took a path of sustained and sustainable growth over a decade, and we have not looked back ever since. Today, global conditions are significantly much less straining. We as a nation have stronger, firmer limbs to be more resourceful. Hiding behind the trade wars is a fake argument. The trade wars between China and the US can be transformed into a valuable asset in building a more aggressive strategy to penetrate Africa. With already strong links with China, we can create a more enabling environment to act as a springboard. Several bridges have already been built. We need to accelerate the work and build the traffic. Ghana is the fastest growing country in the world with an 8.9%. We have started various projects
China has identified Mauritius as one of its potential zones. The ball, in fact, is in our court, Mr. Deputy Speaker. I am, with much diffidence, I have to say, that the Honourable Minister of Finance has missed a golden opportunity to bring economic reforms and be remembered as a game changer. Instead, this government will bequeath to the nation an image of a team who left a legacy of an economy with weak growth prospects and major structural problems, because it chose to earn popularity through an arsenal of social measures, many of which we have to find laudable, but to the detriment of solid, robust growth. Distributing before producing is not sensible, even if it is a good electoral strategy. The Prime Minister would have heard greater applause had he made the pie grow bigger before distributing. In the introductory pages, the Minister of Finance not only paints a rosy picture of the economy, but importantly does not say the whole truth. For instance, the budget calculates the annual average rate at 3% against a real average rate of a mere 3.5%. The budget shrewdly and skillfully conceals the extra deficit through the creation of special purpose vehicles. Mr. Deputy Speaker, even a rate of 3.7% is clearly insufficient to lift the country into the league of high-income nations. For serious observers, this is below the country's potential growth. The Minister has introduced a perfect blend of social measures and prestige projects that stifles production and further plunges the economy into the middle-income trap because of the potential danger of crowding out effect. And we remember how members of government and on the majority side, without looking at the figures, continued clapping their hands and banging the table. Even with this weak economic growth, even before producing the necessary output, the Minister embarks on extravagant expenditure that swells public debt and the real fiscal deficit. The budget only keeps the illusion of low deficits, as I said, through indecent creation of funds, special purpose vehicles, and rearrangement of loans to be contracted by government-sponsored private companies. But referring to other economic indicators also, we must say that the savings, for example, and the investment variables have not been particularly impressive. The relationship between savings and investment is well documented in the economic empirical literature and their impact on economic growth. In 2018, gross domestic savings as a ratio to GDP at market prices plunged to 9.1%. Statistic Mauritius estimates this ratio to hover around 9.7% in 2019. This has meant, Mr. Deputy Speaker, depending on foreign savings through GBC to finance investment, which in turn implies a drastic change in wealth ownership in Mauritius in favor of foreigners. It is the savings by one category of people which becomes investment by another group of people. This explains why our growth under this government has never exceeded 4% and is condemned to this figure because the measures and policies introduced by government are not adequate and appropriate. We have also seen the growing trade deficits, and now with tourism continuously declining during the first 5 months of 2019 by more than 4.5%, foreign earnings would clearly fall. This means another adverse impact on the current account, which is likely to jeopardize the external equilibrium. Mr. Deputy Speaker, the government takes credit that the country has built international foreign exchange reserves to the equivalent of 11.7 months of import cover, but we should ask the Minister of Industry, for example, if this trend is an achievement the country should take pride of.
What happens to exports and our international competitiveness? How do we finance our imports if the whole manufacturing sector continues to contract as it has done under this government? Mauritius doesn't need 11.7 months of import cover. Is there anything in this ratio to be proud of? An average 6 months reserves to cover imports are more than enough. Excessive foreign exchange reserves have adverse implications on certain variables. As foreign exchange reserves build up, there is growing pressure on the economic currency, which becomes scarcer and more expensive relative to foreign currencies. As the demand for foreign currency increases, the domestic currency appreciates in relation to the foreign currency. And this currency appreciation, Mr. Deputy Speaker, due to a rise in exchange rate, decreases the competitiveness of our products. Mr. Deputy Speaker, panic-stricken by the swelling debts and the high ratio, the Prime Minister, Minister of Finance and Government sought help from the Bank of Mauritius. As in other cases, a great danger is lurking in the horizon. There are signs of an incestuous relationship developing between government, between the Prime Minister's office and the Bank of Mauritius, which is twisting the independence of the central bank. The mission of the central bank is to focus on three important segments of the economy: monetary policy, employment, and price stability. These are the jobs of the Federal Reserve Bank, the Bank of England, or the Reserve Bank of India. The independence of the Bank of Mauritius is under threat, if not already threatened. The representatives of the Minister of Finance on the Monetary Policy Committee and on the weekly auctioning of the Treasury bills are clear independence that the independence of the Bank of Mauritius has been seriously undermined. It is a priority measure to restore its full independence for monetary policy and fiscal policy to be effective. Furthermore, Mr. Deputy Speaker, we haven't seen any mention of any new potential pillar to diversify the economy in this budget, to sustain growth, or to replace ailing sector, or even create a substantial linkage with an existing thriving sector. But more dangerously, Mr. Deputy Speaker, as I said earlier, some of our sectors are in crisis. I have one case in point: our global business sector, Mr. Deputy Speaker. I think nothing has been done in this budget to address the difficulties and the risks facing the global business sector. I say that because I have just received a very disquieting information. Mr. Deputy Speaker, after the major amendment to the DTTA between Mauritius and India, which has severely impacted on this sector, I now understand that the double tax treaty with Senegal is about to be reviewed to the detriment of Mauritius. The President of Senegal, Honorable Macky Sall, announced yesterday that they are considering terminating the DTA or making amendments to the DTA which will be to the detriment of Mauritius. Mr. Speaker, this was one of the best DTAs that the government had achieved, and this will for sure have an implication on our Africa strategy, especially with Senegal. A few years ago, in 2014, you will remember the Mauritius Africa Fund was launched, and Senegal was earmarked as one of the prime jurisdictions for investment. I have in my hand a copy of a PQ, 7 May of this year, put by Honorable Utim on the Mauritius Africa Fund. And this is what the Prime Minister said. Madam Speaker, since we took office in December 2014, this government has adopted a completely new approach to our Africa strategy, which aims at having bigger impact on facilitation of Mauritian private sector investment in Africa. The mandate of the Mauritius Africa Fund was, therefore, reviewed to focus on the development of integrated projects in Africa under government-to-government framework.
And listen to this. In the execution of this new mandate, the Mauritius Africa Fund has successfully negotiated and signed 5 MOUs to develop special economic zones, namely in Senegal, number 1, then Côte d'Ivoire, Ghana, Madagascar, and Kenya. And the Honorable Prime Minister goes on. In Senegal, the Mauritius Africa Fund has invested 51 million francs CFA, amounting to 3,800,000, I'm rounding the figure, Mauritian rupees, for 51% shares in Société des Infrastructures d'Affaires Atlantique, incorporated in Senegal. The special purpose vehicle will manage 53 hectares of land near Dakar. More than 31,000 square meters of building facilities were constructed during phase 1 on 13 hectares of land in the industrial park of Diamniadio. Phase 1 became operational in early 2018 and achieved 100% occupancy within a 3-month period. And phase 2 will entail the construction of facilities of 250,000 square meters on the remaining 40 hectares of land. So the question I'm asking, Mr. Deputy Speaker, sir, when on 27 January 2017, Mauritius and Senegal signed an accord de développement conjoint. The Africa Fund currently holds 51% of the special purpose vehicle implemented in the Special Economic Zone project. What will happen now to this project and investment? Is this a sign of the Africa strategy falling flat? And what will be the strategy of the Honorable Finance Minister to address this issue? The Senegal President, and this is what is more worrying, the Senegal President spoke about a loss of revenue of billions of dollars as a result of the treaty Senegal signed with Mauritius. And of course, we must ask the other question, what will be the impact on the FDI as a consequence of this, Mr. Deputy Speaker? Mr. Speaker, the proposal made in the budget concerning, I'm now coming to FinTech, tends to indicate that FinTech will be used for online betting only. I might be wrong, but this is what I understood. This government has missed the point on the FinTech subsector. The current regulations issued by the Financial Services Commission and FinTech tend to give an advantage to the existing traditional players of the Stock Exchange of Mauritius and big banks only. Startups with a mix of traditional trading and innovative digital tokens are being requested to set up an exchange on the same basis as the existing traditional stock exchange, whereas they should be issued with a regulatory sandbox license in order to facilitate the emergence of digital bonds. Therefore, to sum up, Mr. Deputy Speaker, this budget does not show a coherent and well thought out plan for the Mauritian economy to adopt Industry 4.0, which is the next wave, as we all know, of development where companies like Microsoft will be dwarfed by trillion-dollar businesses that will result out of this wave. Some measures, such as the dispensing of a master's in robotics and artificial intelligence mentioned in the budget, are welcome, but this is not enough. A national master plans needs to be charted out with the collaboration of the public sector, the private sector, and international experts in this field in order to gear up Mauritius on the highway of Industry 4.0. This is where the future of Mauritius lies. Mr. Deputy Speaker, I will come to another sector, the ocean economy. Year in and year out, we hear the same failure to develop an industry which is one of our biggest resources. Unfortunately, the Honourable Minister does not have the faintest idea of the potential of ocean economy and contents himself with fishing and agriculture. Yet he has one of the most proficient research institutions under his umbrella. He dismally fails to provide leadership, and the ministry has no drive. The World Bank has produced a report outlining the potential of this sector, but the contents elude most of the officers in government and EDB.
The potential for extracting energy is immense. Strong lobbies, complacent officers, and lack of political leadership are combining to create a formidable force to constrain renewable energy development. The ocean economy can bring in valuable environmentally friendly projects with even export potentials, metal extraction, and the creation of a thriving pharmaceutical industry. This sector has come to a halt. Again, we are not inventing the wheel. Other countries have already set up floating windmills farm in the US, Europe, Japan. The UK operates 5 floating windmill farms. Norway, Denmark, Portugal, and France are all operating windmill farms. Cost of projects have shrunk, and private firms are not requesting government subsidies, Mr. Deputy Speaker. Some island economies like Iceland, Barbados, and Bahamas are implementing similar projects. Why can't we do the same? Are we to sit on our past laurels, Mr. Deputy Speaker? In the government program 2015-19, presented in January 2015, it was announced that the present government will develop new pillars for economic growth, such as the ocean economy. I quote, "Government is committed to making ocean economy an important industry to sustain economic diversification, job creation, and wealth generation." And what do we have in this year's budget to support this economic pillar? The first measure to be announced is an increase of 30 rupees for the daily bad weather allowance of fishermen, as if this will have a major impact on the ocean economy. The second measure is a fish auction market which has been lying idle for nearly a decade now. We are also informed that now the Fisheries Department will carry out a stock assessment of lobsters, squids, and fish. But what have we been doing all this time? What have we been managing? If we never carried out any stock assessment before, how could we manage the fisheries sector all these years? The items concerning the ocean economy in the budget speech looks more like a quick submission from the ministry concerned because it had to submit a few paragraphs to the Minister of Finance. Unfortunately, Mr. Deputy Speaker, it is with no gated cœur that I have to say it. There is no vision, no long-term or medium-term plan. In fact, the Ministry of Ocean Economy does not have any strategic plan at all. It has no target, no benchmark, nothing at all. It is just drifting, Mr. Deputy Speaker. In the past budget, mention was regularly made about ocean economy and its tremendous potential in terms of boosting exports and creating employment opportunities. But what do we see when we look at the figures provided by Statistics Mauritius? According to the Digest of Agricultural Statistics 2017, domestic export of fish and fish preparations, which brought in 11,336 million rupees in 2013, only brought in 9,494 million rupees in 2015. That is a drop of 16%. And 2016 and 2017 figures have been consistently lower than the 2013 figures. But what has been increasing on the other hand is our import of fish and fish preparations from 11,880 millions roupies in 2013 to 12,634 millions roupies in 2017. All this, Mr. Deputy Speaker, tend to confirm that unfortunately the Ministry of Ocean Economy is drifting without any set target and without any plan or policy. What was presented as a pillar of the economy is a total failure. There is a total lack of leadership at all levels in the ministry, and there is nothing happening there. Madam Speaker, Mr. Deputy Speaker, we have wasted 4.5 years with a stagnant Ministry of Ocean Economy. Let us hope for a change. I would now like to highlight some of the measures on which we are in full agreement with the budget. And the Honourable Minister of Finance deserves our applause. Improving workers' rights through the introduction of a new legislation.
setting up of a portable retirement gratuity fund, the wage guarantee fund, raising the basic retirement pension, increase of the bad weather allowance, setting up of a land division and a special fund. J'aborde ce volet des mesures sociales, Monsieur le Vice-président, parce que, au mouvement patriotique, mes amis et moi, nous sommes particulièrement heureux que le ministre des Finances a retenu certaines de nos propositions que nous avons faites à l'intérieur et à l'extérieur de l'Assemblée nationale. À maintes reprises, au cours de nos conférences de presse et au sein de l'hémicycle, nous avons attiré l'attention du gouvernement sur l'urgence de légiférer afin de revoir le texte de loi concernant la fermeture des entreprises et les licenciements sauvages et injustes dont sont victimes ceux qui produisent la richesse de ce pays, la classe ouvrière. Dans le sillage de l'affaire de Palmore, plus précisément le 19 janvier de cette année-ci, j'avais moi-même, au cours d'une conférence de presse du mouvement patriotique, le 19 janvier, le texte est là, je peux vous le montrer, Monsieur le Vice-président, j'avais moi-même soulevé en premier les lacunes dans le texte de loi permettant une situation d'injustice vis-à-vis de ces innombrables hommes et femmes qui ont travaillé pendant 3 ans, 30 ans, et qui ont été jetés sur le pavé après que les entreprises aient mis la clé sous le paillasson. J'avais évoqué ce jour, Monsieur le Vice-président, la possibilité d'amender le Insolvency Act. J'avais parlé du Insolvency Act. J'avais demandé aux autorités du pays de s'inspirer du Insolvency Act de la Grande-Bretagne, où existe un fonds qui vient en aide aux licenciés après une fermeture pour cause de faillite ou autre raison. Et j'avais évoqué la possibilité de revoir notre Code civil pour permettre aux travailleurs de pouvoir bénéficier d'une protection en cas de liquidation et de changer leur ranking en termes, leur position en termes de ranking pour pouvoir jouir de cette protection en cas de liquidation, Monsieur le Président. En ce qui concerne le Portable Retirement Gratuity Fund, nous avons évoqué ce sujet dans un forum débat, je me souviens, avec le syndicaliste Réaz Chatou et Jane Ragou. Et au Parlement aussi, j'avais soulevé la question. Et dans la dernière conférence de presse précédant la présentation du budget, j'avais proposé que cette mesure soit inclue dans les propositions budgétaires et que subséquemment la loi soit amendée pour permettre la mise sur pied de ce fonds. Évidemment, nous accueillons cette démarche du ministre et nous accueillons également ce New Workers' Rights Bill qui viendra combler un vide juridique dans le domaine de notre droit industriel. Mais, comme avait dit l'honorable Balamoudi, nous déplorons que les associations syndicales et les travailleurs de ce pays attendent toujours les amendements promis par le gouvernement dans son manifeste électoral, dans son programme électoral, à être apportés aux 2 textes de loi, notamment le Employees' Rights Act et le Employees' Relations Act. Monsieur le Vice-président, ce New Workers' Rights Bill constitue une bouée de sauvetage jetée aux travailleurs de ce pays. Et j'espère que ce projet de loi sera inclus sur le order paper de l'Assemblée aussitôt les débats budgétaires terminés. J'espère que ce projet de loi sera introduit et adopté par l'Assemblée. Parce que, Monsieur le Vice-président, l'idée que les salariés ne doivent pas supporter le risque de l'insolvabilité de l'entreprise trône sur tout autre, dépasse toute autre issue, Monsieur le Vice-président. L'idée que les salariés ne doivent pas supporter le risque de l'insolvabilité d'une entreprise. C'est pourquoi donc ce New Workers' Rights Bill est tant attendu par toutes les associations syndicales de ce pays. Je viens sur le Land Division et le Special Fund, Monsieur le Vice-président. C'est dommage qu'il a fallu une grève de la faim, où le gouvernement avait pris 14 jours pour réagir.
Mais nous reconnaissons que le gouvernement a tenu parole, quoique tardivement. Je veux dire, pendant la grève de la faim, nous étions nous-mêmes partie prenante. Nous avons aidé les grévistes. J'étais dans le comité qui avait rencontré l'honorable ministre de la Justice. Donc, l'annonce de la mise sur pied de ce Land Division, ce fonds spécial pour les victimes de spoliation et un Land Research Unit sont bien sûr accueillis. Monsieur le Président, j'avais moi-même soulevé ce problème. Écoutez-moi bien, en 2005, 14 ans de cela, j'ai l'intervention que j'avais faite à Adjournment Time en 2005, Monsieur le Vice-président, à travers une intervention à l'ajournement et une question parlementaire pour demander au gouvernement d'alors, c'était le ministre Dalal qui avait répondu à la question, de mettre sur pied un mécanisme pour venir en aide à ces centaines de familles victimes de spoliation de leurs terres et de leurs propriétés. Récemment, j'avais moi-même déposé une motion privée qui a été circulée, qui est toujours dans le bureau du club de l'Assemblée. J'ai une copie avec moi, une motion privée à l'Assemblée nationale pour demander exactement ce que le gouvernement a proposé aujourd'hui. Tant mieux. Mais il y a plus qu'un an que ce rapport du Law Reform Commission sur tout le problème a été rendu public, proposant ce mécanisme tant attendu par les victimes. Il nous faut aujourd'hui, Monsieur le Président, saluer tous ceux et celles qui ont contribué à ce combat, notamment Clancy Armon, l'Association Justice et Vérité, l'Église catholique, nos amis Alain Laridon et Jacques Bislal, et bien sûr le comité ministériel qui a travaillé sur les propositions proposées dans le discours du budget. Concernant le Bad Weather Allowance, Monsieur le Président, j'avais moi-même interpellé le ministre Kounjou sur ce problème il y a quelques semaines avant le budget. J'avais fait un appel au gouvernement d'augmenter le Bad Weather Allowance, qui était de 310 roupies. Dans nos conférences de presse aussi, et moi et mon camarade Jean-Claude Barbier, régulièrement dans nos conférences de presse, nous avons fait appel aux autorités, aux ministres en question, de réfléchir sur l'opportunité d'augmenter ce Bad Weather Allowance. Les pêcheurs de ma circonscription m'ont parlé de leurs difficultés et de l'insuffisance de cette allocation pour faire bouillir leur marmite pendant les jours de mauvais temps où ils ne pouvaient pas aller en mer. Le gouvernement a augmenté cette allocation de 30 roupies, Monsieur le Président. Vous comprenez et vous serez d'accord avec ces pêcheurs qui ne sont pas satisfaits avec ce montant de 30 roupies. C'est vrai, c'est le 10%, c'est la règle, c'est le barème qui a été servi pour toutes les augmentations dans ce budget, ce que j'ai pu comprendre. Mais au ministre de l'économie, de la pêche, qui a répondu lors de son discours en disant qu'il ne comprend pas, ceux qui ne sont pas d'accord avec la proposition de 30 roupies ne comprennent pas la valeur de 30 roupies. Bien au contraire, Monsieur le Vice-président, on sait comment c'est difficile pour les familles des pêcheurs de se débrouiller avec cette somme. Nous avions fait une demande pour que cette allocation s'aligne sur le salaire minimum. Et comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un avant moi, selon nos calculs, cette allocation aurait dû être autour de 380 roupies par jour. Comprenez-nous bien, Monsieur le Vice-président, les 30 roupies d'augmentation représentent 9% d'augmentation. C'est vrai. Mais nous ne parlons pas d'une simple augmentation. C'est aussi un ajustement qui doit être fait, compte tenu de toute l'évolution de la situation à Maurice, le climate change, les différentes prestations sociales qui ont augmenté, le minimum wage maintenant qui est une réalité mauricienne. Nous avons demandé un ajustement, pas seulement une augmentation. Et c'est une bonne chose, par exemple, j'ai vu dans le cas
de type plaqueuse, que le gouvernement a doublé les allocations de ces pauvres citoyens de l'île Maurice. C'est très bien que leurs allowances ont été doublées dans le cas des petits growers ou des petites plaqueuses. Tant mieux. Donc c'est un ajustement qui a été fait dans ce cas. Et c'est pourquoi il ne faut pas dire « Ah, nous avons donné 9% comme dans tous les cas, donc 30 roupies suffisent, Monsieur le Vice-président. » Et je passerai maintenant sur un autre thème, sur le grand absent de ce budget. Et c'est un secteur qui mérite toute notre considération. Il s'agit, Monsieur le Vice-président, d'une urgence nationale et une question de santé publique. Je me réfère au problème de l'addiction aux drogues et la consommation problématique des drogues. L'année dernière, à l'aune de son budget, le ministre des Finances avait introduit des centres d'addictologie et a prévu le recrutement de plusieurs addictologues. Nous avions acclamé cette mesure. Les centres de réhabilitation furent ouverts aux mineurs. Le mouvement patriotique, je crois, était le seul parti à féliciter le ministre de la Santé pour cette mesure. Ouvrir des centres de réhabilitation pour les mineurs, qui n'était pas le cas avant. Mais malheureusement, la situation ne s'est guère améliorée. À Maurice, nous le savons tous, synthétique, pas de figure aujourd'hui. Villes, villages, campagnes, cités, la côte, partout. Nous, comme hommes publics, députés sur le terrain, nous pouvons évaluer les dégâts de ce fléau de synthétique. Il y a même eu des écoles qui ont fait un appel à l'aide parce qu'ils ne pouvaient plus contenir le problème de la consommation de drogue parmi les adolescents, Monsieur le Vice-président. Étonnamment, cette fois-ci, dans le budget, rien sur l'encadrement des consommateurs de drogue. Le silence peut prêter à confusion et donner l'impression que ce problème a été résolu, alors que nous constatons tous que le problème reste une urgence nationale. Le gouvernement avait demandé d'attendre le rapport de la Commission sur la drogue pour qu'il lance le National Drug Control Master Plan, le schéma directeur. Un draft de ce rapport est prêt depuis août 2017. Dans ce budget, nous ne voyons absolument rien sur le sujet. Aucune trace de ce Drug Control Master Plan dans le budget. 2 ans se sont écoulés, Monsieur le Vice-président, et rien. Et en parcourant les quelques lignes allouées au problème de la drogue dans ce budget, nous décelons l'attitude du gouvernement vis-à-vis de toute la problématique de drogue. Pour le gouvernement, il est clair, toute la question de drogue est limitée à la répression et l'absence totale d'une politique de réhabilitation et de réinsertion. Pendant son discours sur la question, le Premier ministre a abondamment parlé de combating, de fight, de war, de combat, de battle. Tous ces 5 mots-là sont dans le discours du budget, à les vérifier. Pour lui, donc, la terminologie, c'est de combattre, c'est de fight, c'est de war, c'est de battle. Mais, Monsieur le Vice-président, nous le savons tous, les Nations Unies ont eux-mêmes reconnu que the war against drugs is a lost battle et que la répression à elle seule ne peut mettre un frein aux problèmes associés à ce fléau. C'est pourquoi il est déplorable qu'aucune allusion ait été faite aux diverses propositions contenues dans le rapport Lamshanning ayant trait à toute la question de traitement et de réhabilitation. Le rapport a préconisé, je vous rappelle, de convertir la prison de Petit-Verger en un centre national de réhabilitation et toute une panoplie de mesures allant dans la même direction que je n'aurai pas le temps d'élaborer, Monsieur le Vice-président. Les propos du ministre, de l'honorable ministre, sur la problématique de drogue pour le discours de ce budget sont une preuve, s'il en fallait une, Monsieur le Vice-président, que le rapport Lamshanning a eu droit à un enterrement de première classe. Fini. On a bel et bien enterré le rapport Lamshanning. Sinon, pourquoi toutes ces propositions valables et sensées, Monsieur le Président, alors que la situation se dégrade, n'ont pas été utilisées?
Et je vais aborder un autre sujet, Monsieur le Vice-président. C'est la question qui m'est très chère, la question des énergies renouvelables. According to Statistics Mauritius, en 2018, Monsieur le Vice-président, primary energy requirement obtained from local renewable accounted for around 12.9% of the total primary energy requirement and constituted of hydro, wind, landfill gas, photovoltaic, bagasse and fuel wood. Bagasse remained the main source of energy supply and contributed to around 88.1% of the local renewable sources, while hydro, wind, photovoltaic, fuel wood accounted seulement for the remaining 11.9%. Furthermore, total energy production from local renewable sources decreased by 5.1% from in 2017 to 2018. Et Monsieur le Président, ce qui est plus grave, de 2017 à 2018, the import bill of petroleum products and coal increased by 27.7% from 29,406 million rupees to 37, nearly 38 million rupees, and accounted for around 19.5% of the total imports bill compared to 16 in 2017. This is an alarming situation. We must revisit our renewable energy policy and strategy and set up a clear and non-ambiguous roadmap for the renewable sector. Technology in the renewable energy sector has been evolving very fast, and with the economy of scales, the price of producing 1 megawatt has been declining for all modes of renewable sources. We must be careful, Mr. Deputy Speaker, that all the measures implemented in this sector shall not support a small elite, once again, while the many are maintained into subsistence level. Let me explain myself. This government announced a solar PV scheme for small cane planters 2 years ago, and this has remained an effet d'annonce. There is no medium or long-term strategy for small cane planters with regard to renewable energy. The lifting of restrictions for the MSDG sector without any provisions or quota for small operators will largely benefit large groups. Shopping malls who have access to financial resources and lower unit costs through large volumes. There should have been a quota for small MSDG producers below 50 kilowatt per capacity. CEB, central procurement of solar kits for its rooftop schemes, leads, Mr. Deputy Speaker, to a single large operator with large procurement volumes from global operations to be selected. Installations of these kits are also centralized at the level of the single supplier, which is a missed opportunity for nurturing the growth of micro enterprises in the solar PV and energy services sector. Mr. Deputy Speaker, the management, to crown it all, the management of energy efficiency measures in industry has been delegated to Business Mauritius and is geared to assisting medium and large enterprises which already have the means to tap into expertise and green loan facilities. This is why I say it is high time that we review our policy, we get our priority right in order to build an inclusive society and promote a sustainable environment for our future generations. The Deputy Speaker, thématiquement, because I will conclude in a few minutes, I will say a few words on environment, Mr. Deputy Speaker. Mr. Deputy Speaker, to me, we should have, this budget hasn't, unfortunately, on this
question of environment, our approach, to me, leaves a very bleak future. The ministry has overlooked major issues associated with global warming. Mr. Deputy Speaker, we know how critical is the situation today. Flash floods, coastal erosions, fear of sea rise, deforestation, different patterns in our pluviometry, our corals and marine ecosystem, riverbanks neglected, mountain slope erosion are not only potential environmental threats, but the real daily experience. Again, it is time to review our policies, giving prime place to real monitoring and prevention. We have already caused much damage through poor planning and ineffective control. The RES, the IRS, the PDS, the smart cities, as well as the manner of encroaching on prime lands to transform them into commercial malls, are questionable. For an exiguous country like Mauritius with mountainous topography, is it rational to build over such large expanse of land and transform lands into a concrete jungle? I understand, Mr. Deputy Speaker, that built-up areas in Mauritius have exceeded 25% of our surface area. This compares in modern industrial countries to around 8%. Quick profit, short financial gains have taken precedence over our environmental preservation, biodiversity, risk aversion, and long-term economic growth. Mr. Deputy Speaker, no doubt the attempts to clean beaches are laudable, as announced by the Honourable Minister, but they are inadequate to promote environmental stability, eliminate surplus emission of carbon dioxide, and gradual elimination of dependence on fossil fuel, the conversion of the tons of plastic waste, and deterring the use of hazardous materials through environmentally friendly substitutes. Does the budget, Mr. Deputy Speaker, contain the necessary ambition required to deal with the threat of climate change? Unfortunately, the three pillars of the national reform agenda enunciated in the budget, together with its continued emphasis on infrastructure development and increased private investment in physical development, will only succeed in enhancing our vulnerability, and rather than reducing it. The business as usual approach to development is contradictory, Mr. Deputy Speaker, to the larger objective of securing sustainable development, because of the simple fact that many of our environmental and vulnerability problems are a consequence of the intensive infrastructural developments. Mr. Deputy Speaker, nous sommes tous attentifs à cette situation de développement durable et l'écologie. Il y a quelques jours, les scientifiques ont mis en garde contre un effondrement catastrophique des écosystèmes naturels. Monsieur le vice-président, en 30 ans, près de 80% des insectes auraient disparu en Europe. À Maurice, nous savons tous, nous occupons la 14e place dans le classement des pays les plus à risque. Nous sommes aussi classés 7e sur la liste des pays qui ont été les plus exposés aux catastrophes naturelles. Monsieur le vice-président, la question qui se pose ici, c'est non seulement si nous prenons les mesures et précautions nécessaires pour adapter à cette nouvelle situation climatique, mais notre tendance à laisser le secteur privé dicter le plan et l'organisation de notre développement physique désoriente toute la situation et constitue un dysfonctionnement, Monsieur le vice-président. C'est à cause de ça, je voudrais, moi, lancer une réflexion dans cette auguste assemblée aujourd'hui. Et je me référais
à l'Inde. Honorable Ganu, Yes. you have 1 minute left to conclude your speech. Okay, I will finish in 2 minutes. Et d'inspirer de I ce qui give you 1 extra minute. d'inspirer de ce qui s'est passé en Inde, où la Constitution dit « It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, etc. etc. » Malheureusement, je ne peux pas aller plus loin sur ce sujet, Monsieur le Vice-président. Ce que les Indiens appellent le judicial activism, ce qu'ils ont fait en Inde, ils ont converti en des legal personalities la nature, la rivière, le Gange, etc., comme vous le savez, ont été déclarés par the High Court of India comme ayant un statut d'un legal personality et qu'ils ont la rivière de Gange a les mêmes droits et devoirs et responsabilités, Monsieur le Président. Mais je m'arrêterai sur là et je vais conclure, si vous le permettez, pour la dernière minute qui me reste, Monsieur le Président. Malheureusement, j'avais tellement à dire sur ma circonscription, mais avant de finir, le ministre, l'honorable Outi m'avait dit la dernière fois qu'en 82, la Constitution fut amendée pour permettre les élections d'avoir lieu tous les 5 ans. À l'époque, c'était vrai, le gouvernement, c'était le premier mandat de Sahani Road comme Premier ministre, et le MMM et le PSM étaient au pouvoir. C'est vrai, mais ça date de 37 ans de cela, Monsieur le Président. Il nous faut aller plus loin. La démocratie a toujours la possibilité de s'améliorer. On peut toujours élargir l'espace démocratique. En Angleterre, ils ont adopté une loi qui s'appelle le Fixed Term Parliament Act de 2011, où c'est prévu dans cette loi que les élections auront lieu automatiquement tous les 5 ans à une date fixée par la loi. C'est encore un nouveau saut en termes de démocratie, Monsieur le Président. Je souhaite qu'un jour, le prochain gouvernement pourrait, pour améliorer la démocratie, élargir l'espace démocratique, s'inspirer, émuler ce qui s'est passé en Angleterre pour venir avec un Fixed Term Parliament Act de 2011. Monsieur le Président, le budget est sans doute un exercice très important. Nous avons donné tous nos commentaires sur ce budget, mais le meilleur budget, la meilleure équipe, le meilleur gouvernement, Monsieur le Président, ne valent rien si un pays ne jouit pas d'une stabilité, et dans le cas de notre société plurielle, d'une stabilité et d'une unité sans faille et d'une harmonie indéniable. Dans le sillage de toute cette controverse concernant la pratique de crimes d'horreur, etc., d'honneur, Monsieur le Président, nous avons témoigné des réactions violentes d'une part et d'autre, des graffitis déplorables sur les lieux de culte, etc. On ne saura jamais qui en est l'auteur, mais ce que je veux dire, il est maintenant une pratique que chaque fois surge un conflit lié à un sujet d'ethnie ou de religion, des pyromanes, des provocateurs entrent en scène pour enflammer la situation. Ces dérives doivent être dénoncées. Et c'est à ceci que profite le crime. Le peuple de l'île Maurice dans son ensemble, Monsieur le Vice-président, est un peuple imbu de valeurs de tolérance et de paix. Elle ne se laissera jamais entraîner par les appels de haine et de division. Il est de notre devoir de condamner tous ceux, politiciens, hommes religieux, dirigeants des organisations culturelles et autres opinion leaders, qui mettent en péril notre tissu social et l'unité nationale. Monsieur le Président. C'est pourquoi, voilà, je termine, c'est pourquoi, pour moi, là, il est notre devoir aujourd'hui de continuer à promouvoir ce sens d'appartenance à notre pays. La République de l'île Maurice est à la croisée du chemin. Elle a besoin des hommes et des femmes inspirés par des valeurs progressistes, humanistes, patriotiques, socialistes, pour instaurer un nouvel ordre dans ce pays et construire une île Maurice juste, unie, libre, sans discrimination et sans corruption. J'ai terminé. Merci, Monsieur le Vice-président.